Notre univers contient-il une planète encore plus habitable que la Terre? Avec nos connaissances actuelles, nous n'avons pas encore découvert d'autres planètes habitées dans l'immensité de notre univers. Mais avec plus de 5000 exoplanètes détectées en seulement 30 ans, dont beaucoup présentent des conditions propices à la vie, les scientifiques ne perdent pas espoir. Il y a forcément quelque part dans l'univers d'autres planètes aussi habitables que la Terre et qui sont peut-être habitées. Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons explorer notre univers à la recherche de mondes super habitables. Mais avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage. La Terre est une planète particulièrement favorable au développement de la vie. Il faut dire que toutes les conditions sont réunies pour que la vie puisse y naître et évoluer. Notre planète est rocheuse et ses conditions physiques et chimiques autorisent la présence d'eau à l'état liquide. Nous avons une atmosphère compatible avec la vie. Ces conditions propices sont liées à la taille de notre planète, mais aussi à sa position dans le système solaire. La Terre est située dans la zone habitable du Soleil, l'étoile autour de laquelle elle orbite en 365 jours. Ces mêmes conditions favorables à l'apparition de la vie ont été retrouvées sur des exoplanètes. Un indice de similarité avec la Terre a été mis au point pour mesurer la ressemblance d'un objet céleste avec cette dernière sur une échelle de 0 à 1, où 1 désigne une exoplanète très similaire à la Terre. Cet indice prend en compte 4 paramètres pour établir la similarité d'une planète avec la Terre: son rayon moyen, sa masse, sa vitesse de libération et sa température de surface. Pour établir l'habitabilité d'une planète, on la compare donc avec la Terre. Mais le problème que rencontrent les scientifiques à la recherche de la vie dans l'univers est le suivant. Une exoplanète peut être habitable, mais cela ne signifie pas qu'elle est habitée. Sur Terre, les êtres vivants sont constitués de matière carbonée et d'eau. Tous les êtres vivants sont nés d'une suite de réactions chimiques plus ou moins complexes, à partir des éléments chimiques disponibles sur Terre, l'eau servant de solvant à ces réactions chimiques. Les végétaux, grâce à la lumière solaire, peuvent synthétiser de la matière organique à partir d'eau, de sels minéraux et de dioxyde de carbone. En plus d'avoir les conditions propices à l'émergence de la vie, la Terre offre un environnement propice à son évolution. L'origine de la vie telle qu'on la connaît sur Terre n'est peut-être pas exactement la même sur d'autres planètes. On peut imaginer d'autres modèles de vie. Même sur Terre, on a la preuve que des organismes peuvent se développer dans des conditions qui sembleraient peu encourageantes. Par exemple, les sources hydrothermales des dorsales océaniques abritent de nombreux organismes vivants qui ne se sont pas développés via la photosynthèse, mais via la chimiosynthèse. La chimiosynthèse consiste à synthétiser des substances organiques sous l'effet d'une source d'énergie chimique et non lumineuse. Ce procédé a été découvert plutôt récemment, puisque le terme de chimiosynthèse date de 1897. Et qui sait, peut-être la découverte de la vie sur d'autres planètes nous réserve d'autres surprises, avec des processus insoupçonnés. On le sait maintenant, la vie peut très bien exister ailleurs dans l'univers, sous d'autres formes.
Les scientifiques se sont alors posé la question de l'existence de planètes qui seraient encore plus propices à la vie que notre Terre. Ces planètes, qui sont encore plus habitables que la Terre et pourraient très bien abriter une forme de vie, ont été baptisées planètes super habitables. Nous allons partir à la découverte de ces mondes super habitables. Tout au long de ce voyage, nous allons découvrir les caractéristiques d'une planète super habitable et quelles planètes, dans l'univers, ont été qualifiées de mondes super habitables. Tu trouveras au cours de ce voyage, au cœur des mondes super habitables, la réponse à de nombreuses questions que tu dois te poser. Ces planètes sont-elles nombreuses? Comment ont-elles été découvertes? À quoi ressemblent-elles? Et surtout, serait-il possible d'y voyager un jour? Accroche ta ceinture. Décollage immédiat. À l'origine du concept de monde super habitable, il y a une interrogation. Et si la Terre n'était pas la planète la plus habitable? On a longtemps pensé que la Terre avait une position unique dans l'univers, qu'elle était la seule planète habitable et habitée, et que nous étions ainsi le centre de l'univers. C'est ce que l'on appelle l'anthropocentrisme. Ce terme désigne le fait de faire de l'homme le centre de l'univers. Longtemps, l'anthropocentrisme a été le courant dominant dans l'étude de l'univers et même dans le cadre de la recherche d'extraterrestres. Les astronomes et astrophysiciens ont longtemps pensé que la Terre était le centre de l'univers et que tout s'était formé autour d'elle. Le géocentrisme, qui voit la Terre comme immobile au centre de l'univers, a notamment été défendu par Platon, Aristote ou Ptolémée, qui font pourtant partie des plus grands penseurs de l'Antiquité. Selon le géocentrisme, la Terre était donc immobile, et les saisons étaient l'effet de mouvements externes à notre planète. Les mouvements des planètes étaient considérés comme parfaits. Il n'y avait ni ellipse, ni mouvement linéaire, seulement des cercles, qui sont la figure parfaite pour les pythagoriciens. La vision de la Terre par le fameux philosophe Platon peut faire sourire, encore aujourd'hui. Celui-ci voyait la Terre comme une sphère au centre de l'univers, entourée d'une sphère d'eau de l'épaisseur de 2 rayons terrestres, puis d'une sphère d'air de l'épaisseur de 5 rayons terrestres, puis une sphère de feu de l'épaisseur de 10 rayons terrestres. Les étoiles se trouvent dans la partie supérieure de la sphère de feu et les 7 autres planètes dans une partie intermédiaire. Toutes les sphères tournent de manière uniforme autour d'un même axe. Ce même modèle a été repris par d'autres astronomes et philosophes comme Eudoxe de Cnide et Aristote, avec des modifications pour expliquer par exemple les différences de latitude des planètes ou les variations de vitesse dans les mouvements des planètes. Selon le modèle d'Aristote, l'univers est fini et se divise en 2 parties, le monde sublunaire et le monde supralunaire. Sous l'orbite de la Lune, c'est le monde sublunaire, où tout est en mouvement instable et incertain. C'est dans ce monde que nous vivons, que nous évoluons et que nous mourrons. Dans le monde supralunaire, tout est immuable et éternel. Toujours selon le modèle d'Aristote, on dénombre 55 sphères pour 6 planètes. Ces sphères concentriques se déplacent à différentes vitesses, en suivant la trajectoire d'un cercle parfait. La première sphère est celle de la Lune, et la dernière, celle des étoiles, qui sont fixes. Les sphères sont en cristal, et certaines ne sont là que pour faire tourner d'autres sphères, ce qui explique le mouvement rétrograde de certains astres. Avec Hipparque et Ptolémée, ce modèle géocentrique s'est compliqué. Plutôt que sur des sphères, les planètes sont vues comme tournant sur des roues appelées épicycles, qui tournent sur une autre roue,
le défaire, avec la Terre au centre. Cette nouvelle théorie, bien que fausse, a permis notamment de réaliser les premiers calculs d'éclipses. Le modèle du géocentrisme a donc perduré jusqu'à la Renaissance, mais peu à peu, elle a fini par céder la place à l'héliocentrisme, le modèle selon lequel la Terre tourne autour du Soleil. L'anthropocentrisme est toujours présent dans les esprits. Et si la Terre était effectivement la seule planète de notre univers à abriter une forme de vie intelligente? Et pourtant, une vingtaine d'exoplanètes sont considérées comme superhabitables à ce jour, c'est-à-dire encore plus habitables que la Terre. 3 astrophysiciens se sont penchés sur cette question en étudiant les archives. Dirk Schulze-Makusch, de l'Université d'État de Washington, Edward Ginan, de l'Université Villanova de Philadelphie et René Heller de l'Institut Max Planck en Allemagne. Ils ont identifié 24 exoplanètes qui sont situées dans la zone habitable de leur étoile et pourraient accueillir des formes de vie complexes. Certains astronomes estiment même qu'il y aurait plus de planètes superhabitables que de planètes de type terrestre. L'astrophysicien allemand René Heller, l'un des auteurs de cette étude, a affirmé que des planètes un peu plus massives que la Terre et en orbite autour d'une étoile plus petite que le Soleil pourraient être encore plus propices à la vie que notre planète. Mais quelles sont les planètes superhabitables exactement? Comment les définit-on? Quelles sont leurs différences avec la Terre et quelles sont leurs caractéristiques propres? Nous allons explorer le concept des mondes superhabitables pour que tu puisses mieux comprendre pourquoi certains astrophysiciens sont convaincus que la Terre n'est pas forcément la planète la plus habitable de l'univers. Les planètes superhabitables sont des planètes ou des lunes qui présentent des conditions encore plus propices à l'émergence et à l'évolution de la vie que la Terre. Bien sûr, ce type de planète reste pour le moment hypothétique. Dans leur rapport détaillé intitulé Superhabitable Worlds, publié en janvier 2014 dans la revue Astrobiology, les astrophysiciens ont détaillé les caractéristiques de ces mondes superhabitables. En fait, il s'agit d'une liste de critères qu'une planète devrait respecter pour être qualifiée de monde superhabitable. Ces critères sont notamment des critères intrinsèques, liés aux caractéristiques de la planète, mais pas seulement. Pour pouvoir prétendre au titre de planète superhabitable, une exoplanète doit d'abord être en orbite autour d'une étoile de type spectral K, que l'on surnomme naine orange. À titre de comparaison, le Soleil est une étoile de type spectral G ou naine jaune. Les étoiles les plus fréquentes dans l'univers sont les naines rouges de type spectral M. Les naines oranges sont très intéressantes pour la recherche de la vie extraterrestre, car leur temps de stabilité sur la séquence principale est plus long que celui d'une étoile comme le Soleil. En effet, une naine orange est stable pendant 18 à 34 milliards d'années, alors que le Soleil a seulement 10 milliards d'années de stabilité. La vie a donc plus de chances d'émerger et de se développer sur une planète orbitant autour d'une naine orange. De plus, les naines oranges émettent moins de radiations ultraviolettes que les naines jaunes. Or, les radiations UV peuvent endommager l'ADN et rendre plus difficile l'émergence de la vie. Et en plus, les naines oranges seraient 3 à 5 fois plus abondantes que les naines jaunes, comme notre Soleil, ce qui facilite la recherche de la vie autour de ce type d'étoile. Pour qu'une exoplanète soit qualifiée de monde superhabitable, elle doit avoir entre 5 et 8 milliards d'années. Eh oui,
car si l'on veut qu'elle abrite une forme de vie assez complexe, il faut qu'elle soit assez ancienne pour que ces formes de vie aient eu le temps d'émerger puis d'évoluer en se complexifiant. Sur Terre, les premiers organismes multicellulaires ne sont apparus qu'au bout de plusieurs milliards d'années. Entre 5 et 8 milliards d'années, c'est selon les chercheurs l'intervalle de temps optimal pour permettre le développement de formes de vie complexes, avant que la planète n'ait eu le temps d'épuiser ses ressources géothermiques ou de perdre son champ magnétique. Une planète superhabitable est théorisée comme étant plus massive que la Terre, jusqu'à 1,5 fois plus massive et au moins 10% plus large que notre planète. Une planète d'une masse de 1,5 fois plus grande que celle de la Terre serait capable de retenir une atmosphère et une température interne importantes. En outre, plus la planète est massive, plus elle a de chances d'avoir des étendues de terre habitables, même s'il est bien sûr possible qu'une vie extraterrestre se développe entièrement sous l'eau. Nous en avons la preuve avec les planètes océans, qui ne sont pas des mondes superhabitables, mais qui pourraient abriter la vie. Sur Terre, d'ailleurs, le monde sous-marin abrite une biodiversité très riche, y compris dans des endroits qui peuvent sembler très peu propices, comme les sources hydrothermales des dorsales océaniques dont nous avons parlé au début de ce voyage. Alors d'accord, la biodiversité marine ne représente sur notre planète que 13% de l'ensemble des espèces vivantes décrites, mais c'est parce que nous avons encore une connaissance assez faible des bactéries, micro-organismes et protistes qui constituent une bonne partie du monde vivant sous-marin, notamment dans les profondeurs. En réalité, le monde sous-marin cache de très nombreuses espèces de micro-organismes et de bactéries que nous ne connaissons pas encore. Et il est très probable que sur les planètes océans, il y ait aussi un écosystème marin riche et varié. Revenons aux critères qui définissent une planète superhabitable. Ce type de planète, d'après les 3 chercheurs à l'origine de l'étude, tourne plus lentement que la Terre autour de son étoile. Sa température en surface serait d'environ 5 degrés Celsius supérieure à celle de la Terre. Une température qui serait idéale quand on voit que sur Terre, les climats tropicaux sont propices à l'émergence d'une biodiversité très riche. En effet, sur notre planète, la richesse de la faune et de la flore augmente à mesure que l'on s'éloigne des pôles vers les tropiques. Dans les forêts tropicales, on trouve une grande variété d'espèces de tous les types biologiques, arbres, lianes, arbustes, herbes. Une planète qui aurait un climat tropical 5 degrés Celsius plus chaud en moyenne que la Terre serait donc particulièrement favorable à l'émergence d'une riche biodiversité. Toujours selon les astrophysiciens à l'origine de la publication dans la revue Astrobiology, une planète superhabitable aurait une atmosphère composée à 25 ou 30% de dioxygène. Le reste étant composé de gaz inertes, c'est-à-dire qui ne participent à aucune réaction chimique, comme le diazote. La présence de nuages et d'humidité est un critère indispensable à l'émergence de la vie et une telle atmosphère offrirait les conditions idéales. Comme la Terre, une planète superhabitable serait composée de terre et d'eau, réparties de telle sorte qu'il y ait des eaux peu profondes et des archipels. Il est possible que les planètes superhabitables aient un satellite naturel, ni trop proche, ni trop éloigné, à une distance comprise entre 10 et 100 rayons planétaires. Enfin, une planète superhabitable se caractériserait par un mécanisme de recyclage géologique et géochimique, comme la Terre et sa tectonique des plaques, et elle aurait un champ magnétique protecteur assez fort. En fait, les mondes superhabitables, tels qu'ils sont théorisés par cette équipe d'astrophysiciens, ressembleraient à la Terre, mais en mieux.
il serait plus vieux, plus grand, plus chaud et plus humide. Car nombreux sont les astrophysiciens qui s'accordent à dire que, contrairement à ce qu'on a pensé jusqu'ici, la Terre ne représente en fait pas un optimum d'habitabilité planétaire. Toutes ces caractéristiques, comme la profondeur de ses océans, l'intensité de son champ magnétique, son activité géologique ou encore sa température de surface, pourraient être encore plus propices. Il pourrait y avoir dans l'univers des planètes qui auraient permis l'apparition de la vie plus tôt. Elles auraient alors plus de temps pour se développer et évoluer. Chercher des planètes superhabitables dans l'univers serait-il plus efficace que chercher des planètes avec un indice de similarité terrestre élevé? Oui, d'après René Heller et John Armstrong, les pères du concept de monde superhabitable. Il pourrait exister des planètes qui ne ressemblent pas à la Terre, mais présentent des caractéristiques pourtant plus propices au développement d'une faune et d'une flore riches et diversifiées. Cependant, l'indice de similarité n'est pas une mauvaise chose, il faut simplement le confronter à d'autres critères. Ce que René Heller et John Armstrong veulent dire, c'est que ce concept ne doit pas être le seul à être étudié pour déterminer l'habitabilité d'une planète. Par exemple, l'exoplanète TRAPPIST-1d, avec un indice de similarité de 0,90, est la planète connue qui présente le plus haut indice de similarité avec la Terre. Cette planète située à 40 années-lumière de nous est habitable, mais elle n'est pas superhabitable. Il y a effectivement une différence à faire entre habitable et superhabitable. Pourquoi? Tout simplement parce que cette planète orbite autour d'une naine rouge. Or, les naines rouges sont particulièrement instables, avec de fréquentes éruptions, et n'offrent donc pas des conditions optimales pour l'émergence et surtout le développement de la vie sur le long terme. Alors, il est tout à fait possible que la planète TRAPPIST-1d soit habitée, mais pour cela, il faudrait que des conditions très spécifiques soient réunies au niveau de l'atmosphère pour que toute forme de vie soit protégée des éruptions et des rayonnements ultraviolets. Tu auras compris que la recherche de planètes en zone habitable, qui a longtemps été la base de la recherche d'une vie extraterrestre, n'est pas forcément efficace. Ou en tout cas, ce n'est pas le seul critère à considérer. Ce n'est pas parce qu'une planète est située dans la zone habitable de son étoile qu'elle abrite forcément la vie. De nombreux autres critères sont à prendre en compte sans forcément se calquer sur la Terre. Mais d'ailleurs, de quoi parle-t-on quand on parle de zone habitable ? La zone habitable d'un système planétaire est la zone située autour de l'étoile où les planètes pourraient avoir de l'eau liquide si toutes les autres conditions étaient réunies. Dans la recherche de la vie extraterrestre, la notion de zone habitable est très importante car sur Terre, c'est l'eau qui rend l'émergence de la vie possible. Pour qu'une planète située en zone habitable abrite de l'eau liquide, d'autres conditions doivent être présentes, notamment une température de surface comprise entre 0 et 100 degrés Celsius et une masse suffisante pour retenir l'eau et l'atmosphère. La zone habitable varie d'un système planétaire à l'autre. Autour d'une naine rouge, une étoile plus froide que les naines jaunes et oranges, la zone habitable est plus rapprochée de l'étoile. En outre, plus une étoile vieillit, plus elle devient lumineuse et donc plus la zone habitable s'éloigne. À titre d'exemple, dans notre système solaire, la zone habitable est comprise entre 0,95 et 1,5 unités astronomiques, sachant qu'une unité astronomique équivaut à la distance entre la Terre et le Soleil. Attention,
La recherche d'exoplanètes contenant de l'eau ne doit pas rester cantonnée à la zone habitable d'un système stellaire. Il se peut qu'une planète soit située légèrement en dehors de la zone habitable, mais abrite de l'eau liquide sous une surface gelée. Certaines planètes océans seraient d'ailleurs entièrement recouvertes d'un océan liquide recouvert d'une fine couche de glace. Elles pourraient abriter des créatures sous-marines étonnantes, comme celles que l'on trouve dans les abysses de nos océans terrestres. Par exemple, certaines lunes de Jupiter et Saturne, comme Ganymède ou Encélade, seraient des mondes océans chauffés par effet de marée. Attention à ne pas confondre zone habitable stellaire et zone habitable galactique. Nous venons de parler de la zone habitable stellaire, mais la zone habitable galactique est un autre concept. Pour que la vie puisse apparaître sur une planète, celle-ci doit non seulement être ni trop près, ni trop loin de son étoile, mais elle doit aussi se situer près du centre de la galaxie. C'est dans cette zone qu'il y a suffisamment d'éléments lourds pour favoriser la formation de planètes telluriques et des atomes indispensables à la vie, comme le fer, que l'on retrouve dans l'hémoglobine ou le cuivre, que l'on retrouve dans l'hémocyanine, protéine responsable du transport et du stockage du dioxygène dans le sang de nombreux invertébrés. Par contre, il ne faut pas non plus que la planète soit trop près du centre de la galaxie, où elle serait exposée aux radiations de supernovas, aux pluies de comètes et d'astéroïdes, ou encore à l'aspiration de trous noirs. En effet, à peu près toutes les galaxies possèdent un trou noir supermassif en leur centre. La Voie lactée, notre galaxie, en possède un, appelé Sagittarius A, situé à 27 000 années-lumière de la Terre. Il est 4 millions de fois plus massif que le Soleil. Les trous noirs sont très puissants et pourraient aspirer des poussières, des gaz, mais aussi des étoiles et des planètes qui en seraient trop proches. Tu comprends donc que les planètes superhabitables ne peuvent pas se trouver trop près du centre de la galaxie, sous peine de finir aspirées à un moment de leur vie. Déterminer la zone habitable galactique est très complexe. Dans la Voie lactée, notre galaxie, cette zone habitable serait située à 25 000 années-lumière du centre galactique et elle s'étendrait sur 6 000 années-lumière. Mais cela ne veut pas dire que la zone habitable galactique est la même dans les autres galaxies. D'ailleurs, elle pourrait même ne pas exister dans certaines galaxies. En tout cas, la Terre est à la fois située dans la zone habitable de la galaxie et dans la zone habitable du Soleil, autour duquel elle orbite. Notre planète est donc loin des étoiles à neutrons mortels, des trous noirs dangereux et des sursauts de rayons gamma, qui sont des rayonnements électromagnétiques aléatoires, très brefs, mais très puissants. Si un sursaut gamma touchait la Terre, les conséquences pourraient être désastreuses. L'une des 5 extinctions massives de biodiversité, celle qui a touché la Terre il y a 440 millions d'années, pourrait d'ailleurs avoir été causée par ce phénomène. Un sursaut gamma pourrait détruire 30% de la couche d'ozone pendant près de 10 ans, ce qui multiplierait par 2 la puissance des rayons UV. Le phytoplancton à la base de la chaîne alimentaire océanique serait complètement carbonisé. Mais ce n'est pas tout. De grandes quantités d'oxyde d'azote se formeraient dans l'atmosphère, qui deviendrait jaune-orangé et produirait des pluies acides. Avec la diminution de la photosynthèse, environ 60% de la production alimentaire s'effondrerait, avec les conséquences que l'on peut imaginer sur le fonctionnement de la biodiversité. Tu as compris pourquoi trouver des planètes habitables est aussi compliqué. De nombreuses conditions doivent être réunies et une telle planète devrait pouvoir être protégée des multiples dangers de l'univers. Nous allons maintenant partir à la découverte des mondes superhabitables. À quoi ressemblent-ils ?
où est-on le plus susceptible de les trouver dans l'immensité de l'univers? Découvrons ensemble les caractéristiques de ces mondes qui pourraient être encore plus propices à la vie que notre Terre. Les mondes superhabitables tels qu'ils ont été définis par Heller et Armstrong sont plus grands que la Terre. Les planètes superhabitables ont une masse d'environ 2 fois celle de la Terre et un rayon de 1,3 rayons terrestres. Cette taille serait, selon les astrophysiciens, une taille optimale pour la tectonique des plaques. Les mondes superhabitables ont une attraction gravitationnelle plus forte que celle de la Terre, ce qui a permis une meilleure rétention de gaz pendant leur formation. Résultat, leur atmosphère est plus dense et offre une meilleure concentration d'oxygène et de gaz à effet de serre. Cette concentration en gaz permet d'élever la température moyenne à des niveaux d'environ 25 degrés Celsius, ce qui est optimal pour l'émergence d'une vie végétale. Grâce à une atmosphère plus dense que celle de la Terre, les mondes superhabitables ont un relief de surface plus régulier, ce qui permet à l'eau de recouvrir une plus grande surface tout en diminuant la taille des bassins océaniques. Or, les zones peu profondes sont plus propices au développement d'une diversité d'espèces marines et aquatiques, puisqu'elles reçoivent davantage de chaleur et de lumière. Une planète avec une profondeur moyenne des océans plus faible que sur Terre aurait donc de fortes chances d'avoir une plus grande biodiversité aquatique. Ces caractéristiques sont des conditions de base pour qu'une planète soit encore plus habitable que la Terre. Plus une planète est massive, plus sa gravité est forte, moins ses bassins sont profonds et plus elle est accueillante pour la vie. D'un point de vue géologique, la masse optimale d'une planète superhabitable est d'environ 2 masses terrestres, avec un rayon entre 1,2 et 1,3 fois le rayon terrestre, pour que la densité soit proche de celle de la Terre. En effet, ce sont les conditions optimales pour la tectonique des plaques, qui peut se produire si la planète a une masse comprise entre 1 et 5 fois celle de la Terre, idéalement de 2 masses terrestres. La tectonique des plaques est l'ensemble des mouvements des plaques qui constituent la lithosphère, l'enveloppe solide externe de la Terre. Ces mouvements sont causés par les mouvements convectifs du manteau. La tectonique des plaques et la présence de grandes étendues d'eau sont des conditions indispensables pour le maintien d'un niveau constant de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Les mondes superhabitables doivent donc être géologiquement actifs, avec une activité géologique assez forte pour générer une quantité suffisante de gaz à effet de serre. L'effet de serre est important pour augmenter la température globale de la planète au-dessus du point de congélation de l'eau et donc maintenir l'eau à l'état liquide. Si jamais l'activité géologique n'était pas assez intense pour maintenir cet effet de serre, il faudrait alors qu'il soit compensé par une source de chaleur interne comme l'effet de marée. Mais cet effet de marée devrait être très intense. De plus, le réchauffement par effet de marée pose un autre problème dans le cas des planètes superhabitables. Lorsqu'un objet se trouve en orbite elliptique autour d'un autre, la force de marée qui agit sur lui est forte. Cet objet en rotation est alors soumis continuellement à des mouvements de déformation qui génèrent en son intérieur une friction. L'énergie produite par cette friction va se libérer sous forme de chaleur et modifier peu à peu l'orbite de l'objet en rotation, qui va devenir de moins en moins elliptique et de plus en plus circulaire, jusqu'à se positionner en rotation synchrone. Or, ce n'est pas ce que l'on veut.
Une planète superhabitable doit, par définition, présenter les conditions optimales pour l'émergence et le développement de la vie. Et si la planète est en rotation synchrone, une face de la planète sera très chaude et l'autre très froide. La vie pourrait à la limite se développer à la frontière entre les deux hémisphères, mais on ne peut pas vraiment parler de conditions optimales. C'est pour cette raison que l'on privilégie l'hypothèse d'une activité géologique assez intense pour maintenir un effet de serre dans le cas des mondes superhabitables. Continuons à explorer les caractéristiques des planètes superhabitables. La magnétosphère est l'une des caractéristiques importantes de notre planète, car elle permet de protéger les organismes vivants des dangers de l'univers. Est-ce que, comme la Terre, les planètes superhabitables possèdent une magnétosphère? La Terre génère son propre champ magnétique. Elle est donc entourée d'une bulle magnétique, générée par la différence de vitesse entre la rotation de la planète et de son cœur liquide, qui s'appelle la magnétosphère. La magnétosphère protège la planète des agressions extérieures comme les rayons cosmiques. Le rayonnement cosmique est le flux de noyaux atomiques et de particules de haute énergie qui circulent dans le milieu interstellaire. Il est dangereux pour nous, car il peut casser l'ADN et causer des cancers ou des malformations génétiques. Ces rayons peuvent aussi altérer nos appareils électroniques. La magnétosphère protège aussi notre planète des vents solaires, des flux de particules constitués principalement d'ions et d'électrons qui sont éjectés de la haute atmosphère du Soleil. Peut-être que tu as déjà entendu parler des aurores polaires. Ces phénomènes lumineux visibles à haute latitude nord ou sud, que l'on désigne plus couramment sous le nom d'aurore boréale ou d'aurore australe, selon le pôle, sont magnifiques à regarder. Mais elles se produisent lorsque certaines particules des vents solaires pénètrent dans l'atmosphère. Et les vents solaires sont dangereux pour nous, comme les rayons cosmiques, car les tempêtes créées par ces particules endommagent nos satellites et perturbent les transmissions radio. En 1989, une tempête de vent solaire a causé une grande panne d'électricité au Canada et aux États-Unis, engendrant des tempêtes électriques importantes et la corrosion des pipelines sur plusieurs kilomètres en Alaska. En fait, les vents solaires sont comparables à un rayonnement radioactif. La Terre n'est pas la seule planète à être entourée d'une magnétosphère. Toutes les planètes qui ont un champ magnétique comme Mercure, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune ont leur propre magnétosphère. Vénus n'en possède pas car elle n'a pas de champ magnétique interne. Quant à Mars, les chercheurs ont observé des traces d'un champ magnétique ancestral, aujourd'hui disparu. La planète rouge a donc pu avoir dans le passé sa propre magnétosphère, mais elle a disparu avec son champ magnétique. La magnétosphère est indispensable pour protéger la vie sur une planète. Les planètes superhabitables doivent donc avoir une magnétosphère suffisamment puissante qui servirait de bouclier contre les rayonnements cosmiques, les vents stellaires et autres phénomènes dangereux pour le développement de la vie. La rotation d'une planète superhabitable ne doit pas être synchrone ou trop lente, car la magnétosphère serait alors trop faible. Cela provoquerait un échappement atmosphérique d'une partie de l'atmosphère, notamment de l'hydrogène. C'est pourquoi les planètes orbitant autour de la zone habitable d'une naine rouge, qui sont en théorie en rotation synchrone autour de leur étoile, ne peuvent pas être des planètes superhabitables. Continuons notre exploration des mondes superhabitables.
Tu te demandes certainement quelle température il fait sur ces planètes et surtout quel est le climat. Car le climat et la biodiversité sont étroitement liés. Pour qu'une planète soit habitable, il ne faut pas forcément qu'elle ait exactement les mêmes températures et le même climat que la Terre. D'ailleurs, on ne connaît pas la température qui serait optimale pour la vie sur Terre. Ce que l'on sait, c'est que la biodiversité était plus riche pendant les périodes les plus chaudes. On peut donc affirmer que des planètes qui auraient des températures moyennes légèrement plus élevées que celles de la Terre seraient plus appropriées à l'émergence et au développement de la vie. Les océans jouent un rôle majeur dans la régulation du climat sur une planète. En effet, ils échangent en permanence avec l'atmosphère en absorbant puis en restituant d'énormes quantités de chaleur via les courants. Un océan peut stocker une quantité de chaleur 1000 fois supérieure à celle de l'atmosphère et la restituer très lentement sur plusieurs siècles. Ainsi, cet effet thermorégulateur des océans permet de maintenir à la surface de la planète une température modérée propice à la vie. Les planètes superhabitables devraient être plus chaudes que la Terre, mais orbiter plus loin de leur étoile que la Terre du Soleil. En effet, la Terre est déjà assez proche du bord interne de la zone habitable du système solaire. Or, la luminosité des étoiles de la séquence principale, dont fait partie le Soleil, augmente au fur et à mesure du temps. Cela repousse la zone habitable vers l'extérieur. Dans 1 à 3 milliards d'années, la Terre ne sera plus habitable. Les planètes superhabitables doivent donc se trouver plus près du centre de la zone habitable. Pour que la température reste cependant élevée, il faut donc qu'elles aient une atmosphère plus épaisse que celle de la Terre et que leur concentration en gaz à effet de serre soit plus élevée. Il y a un autre facteur à prendre en compte pour établir le profil d'une planète superhabitable, l'étoile autour de laquelle orbite la planète. Le type d'étoile détermine en grande partie les caractéristiques du système stellaire et va donc jouer sur l'habitabilité d'une planète. Eh oui, car toutes les étoiles n'ont pas les mêmes caractéristiques ni la même durée de vie. Les étoiles les plus massives de type O, B et A ont un cycle de vie très court et ne sont pas propices à la constitution de planètes. Alors, qu'en est-il des étoiles les moins massives de type M et K, qui sont les plus communes dans l'univers? Ces étoiles sont celles qui durent le plus longtemps, mais elles ont une faible luminosité, ce qui réduit la taille de la zone habitable. En plus, ces étoiles sont réputées pour leur instabilité. Les planètes qui se trouvent autour sont donc fréquemment exposées aux éruptions de rayonnement ultraviolet. Si leur atmosphère n'est pas assez épaisse, c'est un obstacle majeur à l'émergence et au développement de la vie. Les planètes en orbite autour d'une étoile de type M ou K, si elles sont proches, sont en rotation synchrone. Nous en avons parlé un peu plus tôt au cours de ce voyage. Une planète en rotation synchrone présentera toujours le même côté à l'étoile autour duquel elle orbite. Nous l'avons vu, on ne peut pas qualifier de superhabitable une planète où un hémisphère est probablement trop chaud pour la vie et l'autre probablement trop froid. La vie sur des planètes qui orbitent autour de naines rouges reste possible, mais sans que ces planètes ne soient superhabitables. Les étoiles les plus massives et les étoiles les moins massives ne sont donc pas si propices que cela à l'émergence et au développement de la vie. Les étoiles de type K ou naine orange sont le juste milieu entre ces deux extrêmes. Parce qu'elles sont stables sur une très longue période, elles fournissent aux planètes qui orbitent autour une zone habitable stable, suffisamment éloignée pour que les planètes ne soient pas trop exposées au rayonnement ultraviolet. D'autant plus que les naines oranges émettent moins de rayonnement ultraviolet que les naines rouges, ou même le Soleil.
Les planètes autour d'une naine orange n'ont pas forcément besoin d'une atmosphère ou d'une couche d'ozone protectrice. La luminosité de l'étoile est suffisante pour permettre le développement d'une forme de vie complexe. Selon certaines études, la stabilité de l'orbite de la Terre pourrait être un frein à l'évolution biologique. Les planètes superhabitables pourraient donc avoir une excentricité orbitale plus élevée, avec des régions habitables saisonnières ou un réchauffement par effet de marée. Nous allons maintenant étudier l'atmosphère d'une planète superhabitable. D'après les scientifiques, il n'y a aucun argument solide selon lequel l'atmosphère actuelle de la Terre est la plus optimale pour le développement de la vie. Il pourrait donc très probablement y avoir d'autres combinaisons d'éléments qui soient encore plus propices à la vie. Faisons le point sur les caractéristiques de l'atmosphère d'une planète habitable. La vie animale, telle que nous la connaissons, a besoin d'une atmosphère avec une quantité suffisante d'oxygène. La vie végétale, elle, a besoin d'une quantité suffisante de carbone dans l'atmosphère sous forme de dioxyde de carbone, afin d'assurer la photosynthèse. Un équilibre dans les gaz à effet de serre est indispensable pour maintenir une température habitable stable. L'atmosphère de la Terre est plutôt originale. Elle est riche en diazote et en dioxygène, mais très pauvre en CO2. Le gaz à effet de serre dominant n'est pas le CO2, mais la vapeur d'eau. Cela n'a pas toujours été le cas. Il y a 4,6 milliards d'années, l'atmosphère de la Terre primitive était constituée principalement d'hélium et d'hydrogène. Le modèle de Ward et Brownlee indique qu'il y a ensuite eu une révolution de l'oxygène. Il y a environ 2,5 milliards d'années, la formation des continents a fourni de plus en plus d'habitats propices au développement de stromatolites qui ont libéré de l'oxygène dans la mer. Cet oxygène est resté lié au fer dissous dans les océans jusqu'à il y a environ 1,8 milliard d'années, où il a commencé à être libéré dans l'atmosphère. Les bactéries prokaryotes ont continué à libérer de l'oxygène dans l'atmosphère. Pendant le Carbonifère, le niveau maximum de l'oxygène dans l'atmosphère a été estimé à 35% en volume. Cette même période a vu le développement d'une très riche biodiversité. On suppose alors que la présence d'une quantité importante d'oxygène dans l'atmosphère est essentielle au développement de formes de vie complexes. Il faut également parler de la densité de l'atmosphère. Quelle serait la densité optimale pour le développement de la vie ? Si l'atmosphère des planètes superhabitables était moins dense que celle de la Terre, elle serait moins protégée face au rayonnement cosmique et il y aurait des différences thermiques très importantes entre le jour et la nuit, ou les zones équatoriales et polaires. Les précipitations seraient aussi plus mal distribuées, avec en conséquence des zones très sèches et des zones très humides. Tu l'auras compris, une atmosphère peu dense ne serait pas idéale pour le développement de la vie. En revanche, une atmosphère plus dense que celle de la Terre serait plus favorable à la vie. D'autant plus que les planètes superhabitables sont plus massives que notre planète et que des planètes plus massives doivent avoir une densité atmosphérique plus élevée. Au début de ce voyage, nous avons évoqué l'ancienneté des planètes superhabitables. Selon les chercheurs qui ont théorisé la notion de planète superhabitable, les planètes plus âgées que la Terre pourraient posséder une biodiversité plus importante. Non seulement les espèces auraient eu plus de temps pour évoluer, mais en plus, les conditions environnementales auraient eu le temps de s'adapter pour créer des conditions encore plus favorables à la vie. D'ailleurs, rappelle-toi que les planètes superhabitables orbitent autour de naines oranges, qui sont plus stables plus longtemps.
La zone habitable des naines oranges recule moins rapidement que celle des naines jaunes ou des naines rouges. Les planètes superhabitables peuvent donc être habitables plus longtemps que la Terre. Dans ces conditions, peu importe qu'elles soient plus âgées que la Terre, cela ne veut pas dire qu'elles approchent de la fin de leur période d'habitabilité. Cela dépend en effet des critères à respecter pour être qualifié de planète superhabitable. Tu doutes de l'existence de telles planètes? Ou alors tu penses que si elles existent, elles ne sont vraiment pas nombreuses? Revenons au rapport publié en janvier 2014 dans la revue Astrobiology. D'après les astrophysiciens, il y aurait 24 planètes superhabitables potentielles. Il pourrait donc y avoir plus de planètes superhabitables que de planètes terrestres. Il y a d'ailleurs plus d'étoiles de type naine orange que d'étoiles similaires au Soleil. Pour calculer ce chiffre, les chercheurs ont analysé les 4500 exoplanètes qui avaient été découvertes à cette date. Ils ont d'abord sélectionné les planètes situées en zone habitable stellaire à partir des archives du télescope Kepler. Ils ont ensuite examiné les systèmes avec des étoiles de type K, soit des naines oranges, et des étoiles de type G, comme le Soleil, mais plus froides. Et ainsi de suite, critère par critère, ils ont fini par établir une liste de 24 potentiels mondes superhabitables. Ce chiffre te semble impressionnant au vu des conditions qui doivent être réunies pour que les planètes soient superhabitables ? Sache que simplement en étant plus massives que la Terre, ces planètes peuvent répondre spontanément à beaucoup de critères dont nous avons parlé. De nombreux critères découlent d'ailleurs les uns des autres. Un corps planétaire de 2 à 3 masses terrestres aura une tectonique des plaques plus pérenne et une plus grande surface par rapport à la Terre. L'effet de gravité sur la croûte terrestre aurait non seulement un effet sur la profondeur des océans, mais aussi sur l'intensité du champ gravitationnel et sur la densité de l'atmosphère. Il faut aussi savoir que sur ces 24 exoplanètes candidates au titre de planète superhabitable, seule une a été confirmée, Kepler 1126b. En plus, les planètes de la liste sont toutes à plus de 100 années-lumière, ce qui rend l'observation de leurs caractéristiques assez compliquée. Cependant, cette découverte a donné beaucoup d'espoir aux astrophysiciens, et les nouveaux télescopes plus puissants, à commencer par le James Webb, pourront certainement nous en dire plus sur ces planètes qui sont peut-être superhabitables. Tu te demandes quelles sont les planètes qui figurent sur la liste des mondes superhabitables? Accroche ta ceinture, nous partons en exploration des planètes les plus remarquables parmi les planètes superhabitables. Avant de commencer ce voyage au cœur des planètes, arrêtons-nous un instant sur l'exoplanète Kepler 69c, située à 2700 années-lumière de notre Terre. Kepler 69c a d'abord été supposé superhabitable avant que les analyses ne montrent que cette planète est probablement semblable à Vénus. Elle n'est donc finalement pas considérée comme habitable. Et pourtant, cette planète de type super-Terre qui orbite dans la zone habitable de son étoile était, au moment de sa découverte en 2013, considérée comme l'une des planètes les plus semblables à la Terre. D'autres planètes ont figuré dans la liste des mondes superhabitables avant d'en être retirées, comme Kepler 69c. C'est le cas de l'exoplanète HD 855-12b, découverte en 2011 à 36 années-lumière dans la constellation des Voiles. Lorsqu'elle a été découverte, HD 855-12b était l'une des exoplanètes identifiées les plus habitables, située à la limite supérieure de la zone habitable de son étoile. Cependant, les modèles de zone habitable pour l'étoile HD 855-12 ont été mis à jour et il s'avère que la planète se trouve en fait à l'extérieur de la zone habitable. Elle n'est donc pas habitable, encore moins superhabitable.
La même chose s'est produite pour l'exoplanète Tau Ceti F, située dans la constellation de la Baleine, à 12 années-lumière de la Terre. Dommage, car ces deux planètes étaient relativement proches de nous, ce qui aurait facilité les recherches d'une forme de vie intelligente. Commençons notre exploration des planètes superhabitables avec Kepler 1126b, la seule exoplanète de la liste qui a été confirmée comme étant superhabitable. Malheureusement, elle est très éloignée de nous. Elle est à plus de 2070 années-lumière de la Terre. Découverte en 2016, cette exoplanète a été classée dans la catégorie des super-terres. Une super-terre est une exoplanète dont la masse est comprise entre celle de la Terre et celle d'une planète géante. On peut dire que toutes les planètes superhabitables sont des super-terres, puisque leur masse devrait être d'environ 2 fois celle de notre planète. On a souvent tendance à confondre super-terre, planète habitable, et planète superhabitable, mais ce sont bien des concepts différents, même s'ils se croisent et se recroisent. Kepler 1126b orbite autour d'une étoile de type G ou naine jaune comme le Soleil. Sa masse est équivalente à 3,64 fois celle de la Terre. Situé à environ 0,43 unités astronomiques de son étoile, Kepler 1126, donc plus proche que la Terre du Soleil, son orbite est logiquement plus courte et se fait en 108,6 jours. Pour la petite histoire, l'exoplanète Kepler 1126b a été ainsi nommée car elle a été découverte par le télescope spatial américain Kepler. Comme beaucoup d'autres, on lui a donc donné le nom de Kepler, suivi d'un nombre et de la lettre B, indiquant qu'elle est la première exoplanète découverte autour de son étoile. Les autres exoplanètes de la liste ont aussi été découvertes par le télescope Kepler. Et pour cause, ce télescope, lancé en 2009 et dont la mission s'est terminée en 2018, avait pour principal objectif de recenser toutes les exoplanètes détectables dans une certaine zone de la Voie lactée. Pour détecter ces exoplanètes terrestres, le télescope Kepler a utilisé la méthode des transits, qui mesure la variation de luminosité d'une étoile lorsqu'une planète en orbite autour de cette étoile passe entre le télescope et l'étoile. À la fin de sa mission, Kepler avait détecté 2662 planètes confirmées par d'autres observations, soit plus de la moitié des exoplanètes découvertes à ce jour. Une grande partie des exoplanètes, parmi les plus de 5300 découvertes en 2023, sont donc nommées après ce télescope Kepler. Continuons notre voyage d'exploration des mondes superhabitables. Le candidat le plus prometteur comme planète superhabitable est à ce jour une exoplanète dénommée KOI 5715.01. Comme Kepler 1126b, elle est quand même très éloignée de nous. Elle se trouve à 2964 années-lumière de notre système solaire. De ce qu'on en sait, cette planète répond à la plupart des critères qui font d'une exoplanète un monde superhabitable. Elle est plus âgée que la Terre, puisqu'elle a 5,5 milliards d'années, contre 4,5 milliards pour notre planète. Elle est aussi plus massive. Elle est 1,8 fois plus grande que la Terre. Sa température d'équilibre est légèrement plus élevée que celle de la Terre. Elle est de moins 13 degrés Celsius contre moins 18 degrés Celsius pour notre planète. Pour rappel, la température d'équilibre d'une planète est la température théorique de sa surface, si on suppose qu'elle est uniforme, en l'absence d'atmosphère. Ces données sont donc à prendre avec des pincettes, car pour le moment, l'atmosphère de KOI 5715.01 n'a pas pu être analysée. En effet, il est encore impossible de mesurer la composition de l'atmosphère de cette planète qui est très éloignée de la Terre.
Continuons notre exploration avec l'exoplanète KOI 4878.01. Cette planète est située à environ 1075 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Dragon. Elle orbite autour d'une étoile de type F, un type d'étoile de la séquence principale que nous n'avons pas encore rencontré au cours de ce voyage. Les étoiles de type F sont des étoiles plus lumineuses que le Soleil, qui possèdent dans leur spectre des raies d'hydrogène plus faibles que les étoiles de type A, comme Sirius, l'étoile la plus brillante de notre ciel nocturne, mais plus fort que les étoiles de type G, comme le Soleil. Parmi les étoiles de type F connues, on trouve notamment l'étoile Alpha de la Petite Ourse, que tu connais certainement sous le nom d'étoile polaire. D'ailleurs, la deuxième étoile la plus brillante de notre ciel nocturne après Sirius est une étoile de type spectral F, appelée Canopus. C'est la seule étoile dont la brillance peut rivaliser avec Sirius. Revenons-en à KOI 4878.01. Cette exoplanète a été classée comme planète superhabitable car elle a des caractéristiques très similaires à celles de la Terre et même en mieux pour certaines caractéristiques. Sa période orbitale est plus élevée que celle de la Terre puisqu'elle fait le tour de son étoile en 449 jours terrestres. Elle est probablement légèrement plus massive que la Terre, avec une masse comprise entre 0,4 et 3 masses terrestres. Son rayon est légèrement supérieur à celui de notre planète, puisqu'il fait 1,05 rayons terrestres. La température d'équilibre de KOI 4878.01 est de -16,5 degrés Celsius environ, ce qui est très légèrement plus élevé que celle de la Terre, à -18 degrés Celsius. Si on suppose que l'atmosphère de KOI 4878.01 était similaire à celle de la Terre, alors sa température de surface serait légèrement plus élevée, à 17,85 degrés Celsius contre 15 degrés Celsius sur Terre. Les conditions idéales pour accueillir la vie. Quant à son étoile, elle est légèrement moins massive que le Soleil, mais 5% plus grande, avec une température plus élevée à 5758 degrés Celsius contre 5498 degrés Celsius pour le Soleil. Si on ne connaît pas l'âge de l'étoile, les astrophysiciens pensent qu'elle est plus âgée que le Soleil, au vu de sa métallicité et de sa vitesse spatiale assez élevée. Parmi les 24 exoplanètes qualifiées de mondes superhabitables, on trouve également la planète KOI 456.04, située à un peu plus de 3000 années-lumière de notre système solaire, dans la constellation de la Lyre. KOI 456.04 orbite autour d'une étoile appelée Kepler 160, dont la masse et le rayon sont très proches de ceux du Soleil. Kepler 160 a une température de surface de 300 degrés de moins que le Soleil, soit 5197 degrés Celsius contre les 5498 degrés Celsius du Soleil. Cette étoile se trouve au cœur d'un système multiplanétaire, puisque 3 exoplanètes au moins orbitent autour d'elle. Ce ne sont pas les 2 premières planètes découvertes en 2010, Kepler 160b et Kepler 160c, qui nous intéressent aujourd'hui, car elles sont relativement proches de l'étoile et donc bien trop chaudes pour être habitables. Par contre, la 3e planète, Kepler 160d, ou KOI 456.04, détectée en 2020 par une équipe de l'Institut Max Planck, est classée comme planète superhabitable. Cette planète a été détectée grâce à l'observation d'infimes variations dans la période orbitale de Kepler 160c. KOI 456.04 est une planète rocheuse qui aurait une masse légèrement inférieure à 2 fois celle de la Terre.
Elle orbite autour de son étoile en 378 jours, soit un peu plus que la Terre. Elle reçoit 93% de la lumière que la Terre reçoit du Soleil et est située à une distance de son étoile qui pourrait permettre des températures de surface favorables à l'émergence de la vie, si les autres conditions sont réunies bien sûr. Les astrophysiciens n'ont pas beaucoup plus d'informations sur cette exoplanète prometteuse, mais très éloignée. Kepler 160d ne présente pas de transit dans la courbe de lumière de son étoile. Les analyses ont donc été faites à partir de données indirectes. Les chercheurs peuvent cependant émettre des hypothèses. Si l'atmosphère de KOI 456.04 est essentiellement inerte, c'est-à-dire constituée de gaz comme l'azote ou le CO2 qui ne sont pas réactifs, et qu'elle possède un léger effet de serre, alors la température de surface de la planète pourrait être de plus 5 degrés Celsius en moyenne, soit 10 degrés de moins que celle de la Terre, qui est de plus 15 degrés Celsius. Tout cela reste bien sûr de la spéculation. D'ailleurs, les astrophysiciens ne sont même pas encore sûrs que KOI 456.04 soit bien une vraie planète et non une erreur statistique. Sa découverte est très récente et à une telle distance, il est difficile d'avoir des certitudes. Il y aurait, selon les chercheurs, 85% de chances que KOI 456.04 soit une vraie planète. Or, pour avoir le statut officiel de planète, il faut atteindre 99%. Pour en avoir le cœur net, il faut attendre le lancement de la mission spatiale Plateau de l'ESA en 2024. La mission Plateau pour Planetary Transit and Oscillations of Stars étudiera les transits planétaires et les oscillations stellaires pendant une durée de 6 ans. Son objectif premier est la découverte de planètes de la taille de la Terre, autour d'étoiles semblables au Soleil. Continuons maintenant notre exploration avec une planète appelée KOI 7711.01. Cette planète, située à 1700 années-lumière de nous, a une taille très proche de celle de la Terre et orbite autour d'une étoile qui est semblable à notre Soleil. Sa découverte a été annoncée le 19 juin 2017 par la NASA, au cours d'une présentation des dernières planètes extrasolaires trouvées au cours de la mission Kepler. Toutefois, à l'heure actuelle, on ne sait pas grand-chose sur cette planète. On ne sait même pas si elle contient de l'eau liquide. Et même si elle ressemble à une sœur jumelle de la Terre, sans connaître ses conditions d'atmosphère, on ne peut pas vraiment affirmer avec certitude que cette planète est habitable ou même superhabitable. Toutes les autres planètes de la liste des mondes superhabitables sont similaires à KOI 7711.01, dans le sens où il y a très peu de données disponibles sur elles actuellement. Au fur et à mesure des découvertes, ces planètes superhabitables pourraient donc, comme HD 85512b ou Tau Ceti F, être finalement supprimées de la liste. L'exoplanète KOI 5554.01 est un autre exemple. Cette exoplanète, située à 701 années-lumière de nous, a été découverte assez récemment et l'on manque donc d'informations à son sujet. Cependant, elle a tout de même été classée dans les mondes superhabitables, car elle est environ 1,29 fois plus grande que la Terre. Mais elle est aussi plus ancienne que notre planète, puisqu'elle est âgée de 6,5 milliards d'années, soit 2 milliards de plus que notre planète. Attention, encore une fois, ces informations sont à prendre avec des pincettes, car les astrophysiciens souhaitent encore les confirmer. Il pourrait y avoir une marge d'erreur de l'ordre de milliards d'années. Comme tu peux le voir, tout est encore très incertain. On sait aussi que la température moyenne de cette planète devrait se situer autour de 26,17 degrés Celsius, soit
une dizaine de degrés de plus que sur Terre, ce qui est favorable pour être considérée comme une planète superhabitable. Pour le moment, on n'en sait pas plus, mais les astrophysiciens devraient rapidement se pencher sur cette exoplanète, qui est quand même moins lointaine que certaines autres planètes superhabitables de la liste. C'est bien beau de rechercher des planètes habitables, mais supposons que l'on trouve un jour dans l'univers une planète superhabitable qui abrite une forme de vie intelligente et une biodiversité riche et variée. Pourra-t-on s'y rendre? Pourra-t-on aller y vivre et y reconstruire notre civilisation? C'est une question que se posent de nombreuses personnes et que tu t'es peut-être déjà posée un jour. Lorsque notre planète arrivera à la fin de sa durée de vie, sera-t-il possible de trouver une autre planète aux conditions similaires ou même encore plus favorables pour y perpétuer l'humanité? Dans les conditions de la science actuelle, rejoindre une planète extrasolaire est impossible. Prenons l'exemple de la sonde de la NASA New Horizons, qui a été envoyée en exploration entre 2006 et 2015 pour étudier Pluton et ses satellites. Cette sonde a parcouru 3 milliards de kilomètres en 9 ans et demi. Pour que la sonde puisse atteindre Pluton, situé à la limite de notre système solaire, dans des délais raisonnables, le lanceur de la sonde a atteint un record de vitesse pour l'époque. 45 km par seconde. Sans assistance gravitationnelle, il aurait fallu plus de 20 ans à la sonde pour rejoindre Pluton. Imaginons maintenant que nous essayons de rejoindre cette planète naine en avion avec nos moyens terrestres actuels. Il nous faudrait 732 années. Et encore, Pluton reste une planète naine de notre système solaire. Et ce sont les planètes extrasolaires qui nous intéressent, certaines étant situées à 3000 années-lumière de nous, alors qu'une seule année-lumière représente 9,65 trillions de kilomètres. Or, à la vitesse de la sonde New Horizons de la NASA, il faudrait 19 000 ans pour parcourir une année-lumière seulement. Un calcul qui donne le vertige. Voici un autre exemple pour mieux comprendre la difficulté de ce problème. La planète la plus proche de la Terre est Proxima b, située à seulement 4,24 années-lumière, ce qui paraît dérisoire à côté des distances auxquelles se situent nos planètes superhabitables. Mais bien qu'elle soit située en zone habitable de son étoile et qu'elle soit probablement tellurique comme la Terre, Proxima b n'est pas une planète superhabitable. Elle orbite autour d'une naine rouge. Pour rejoindre Proxima b à la vitesse de nos sondes actuelles, soit 15 km par seconde, il faudrait 60 000 ans pour arriver à destination. Pour autant, les astrophysiciens ne perdent pas l'espoir de rejoindre un jour une planète extrasolaire. D'autres technologies permettraient de faire ce type de voyage plus rapidement. Seulement, les quelques pistes que l'on a doivent être perfectionnées. Et la technologie qui sera employée lorsque l'on entreprendra finalement un tel voyage reste certainement encore à découvrir. L'une des technologies les plus poussées aujourd'hui est la propulsion ionique. Les moteurs à propulsion ionique arrachent des électrons à un fluide comme le xénon, puis ils utilisent les champs électriques et magnétiques pour accélérer. Cette technologie a notamment été utilisée pour la sonde SMART 1 de l'ESA, dont la mission s'est déroulée entre 2003 et 2006. Au bout d'un certain temps d'accélération, les moteurs à propulsion ionique peuvent atteindre une vitesse impressionnante de 60 km par seconde. Néanmoins, si l'on espère se rendre sur Proxima b dans un délai raisonnable, par exemple en moins de 40 ans, il faudrait y apporter une tonne de fret, soit une masse supérieure à la masse de l'univers tout entier.
On ne peut donc pas vraiment considérer que cette technologie est la solution idéale pour se rendre un jour sur une planète super habitable. D'autres technologies de propulsion sont étudiées en ce moment par les scientifiques. Et même si elles sont loin d'être opérationnelles, elles sont tout de même assez avancées pour que l'espoir soit permis. Le moteur Vasimer pour Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket est l'une de ces technologies prometteuses. Ce moteur peut délivrer une forte poussée tout en conservant une impulsion spécifique importante, ce qui n'était pas le cas du moteur à propulsion ionique. La NASA travaille sur ce moteur dans l'optique de rejoindre Mars. Il y a quand même un fossé entre la planète voisine de la Terre et une planète super habitable à plus de 2500 années-lumière. Peut-être que dans les décennies qui viennent, d'autres technologies de propulsion nous permettront de nous rendre sur des planètes plus proches et que, petit à petit, nous parviendrons à repousser les limites de la science. Il reste encore des pistes à explorer, comme l'antimatière qui est constituée de protons négatifs, les antiprotons, et d'électrons positifs, les positrons. L'antimatière est très coûteuse à la fabrication et on ne sait pas comment la stocker, mais elle a un potentiel extraordinaire, surtout en termes d'énergie. Nous pourrions aussi créer artificiellement une magnétosphère qui agirait comme une voile magnétique et se déplacer ainsi dans l'univers, poussée par le vent solaire. La faisabilité de la propulsion par voile solaire a déjà été démontrée et est même à la base du projet Breakthrough Starshot, lancé à partir de 2016 et appuyé notamment par l'astrophysicien Stephen Hawking. Ce projet vise à envoyer des milliers de sondes spatiales de 1 gramme environ, équipées de voiles solaires, vers Alpha Centauri, le système stellaire le plus proche de nous, où se trouve Proxima Centauri b. Mettre au point une technologie pour voyager aussi loin dans l'espace est très compliqué. Trouver une technologie assez rapide qui nous permettrait de faire le voyage à l'échelle d'une vie humaine n'est pas le seul problème qui se pose aux scientifiques. Il faut aussi pouvoir communiquer d'une planète à l'autre. Et le voyage des signaux d'une planète à l'autre rajoute encore des difficultés. Et ce n'est que le début de la longue liste de détails auxquels il faut penser pour un projet d'une telle envergure. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de ce passionnant voyage, au cœur des mondes super habitables. Oui, notre univers contient certainement des planètes dont les conditions sont encore plus favorables à la vie que la Terre. Mais les a-t-on découvertes? Jusqu'où faudra-t-il aller pour les trouver? Pourra-t-on un jour prouver que les mondes super habitables abritent une vie intelligente? Pourra-t-on y voyager un jour? Toutes ces interrogations divisent la communauté scientifique. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que les mondes super habitables n'ont pas encore dévoilé tous leurs secrets. Et nous ne sommes peut-être pas encore prêts à découvrir ce qu'ils nous dévoileront le moment venu.